Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. La big data, c'est, comme son nom l'indique, le traitement de gros volumes de données. Mais les gros volumes de données ne sont pas toujours appelés big data. Donc pour les qualifier et pour comprendre un petit peu de quoi on parle, je suis obligé de passer par la description des 3 V, qui sont volumétrie, vitesse et variété. Donc ces 3 V, finalement, les 2 premiers, volumétrie et vitesse, ce sont des caractéristiques qui sont relativement classiques dans la manipulation de données. Donc on n'a pas attendu big data pour avoir des gros volumes de données ni avoir besoin d'accéder vite à des données. C'est surtout le 3e V, celui qu'on appelle variété, vers lequel il est intéressant de s'interroger. Pour cela, je vais donner quelques explications. Dans les systèmes de base de données classiques, ceux qui existent jusqu'à aujourd'hui, qui sont très utilisés et qui ne sont pas big data, nous utilisons, les données sont rangées dans des bases de données qui sont dites structurées. C'est-à-dire que finalement, on a prévu une zone pour chacune des données. Donc par exemple, vous avez une zone pour le prénom, une zone pour le nom, une zone pour le numéro de téléphone, et on ne peut pas intervertir les données. C'est-à-dire que si on met un numéro de téléphone dans la case nom, ça ne rentre pas, ou alors ça propose de la mauvaise qualité de données. Donc ces systèmes de base de données dits structurés obligent d'avoir réfléchi à l'avance à ce qu'on voulait stocker. Et même si on augmente le volume et la volumétrie, on reste toujours limité par cette contrainte. Donc ce qu'apporte le big data, c'est la variété. La variété, c'est de pouvoir stocker dans ces nouvelles bases de données, dites non structurées, à peu près ce qu'on veut et dans l'ordre que l'on souhaite. On utilise parfois la terminologie de data lake, donc lac de données. On visualise bien un lac, finalement, qu'on remplirait avec des données qui viendraient de n'importe quelle source et qui auraient n'importe quelle forme. Donc dans le big data, on peut certes gérer de gros volumes et de la vitesse d'accès, mais également gérer des informations qui n'ont pas été prévues à l'avance. Donc finalement, on se contente de remplir les grands espaces avec toutes les informations qu'on découvre et qu'on veut collecter. Lorsque les big data sont arrivés, finalement, comme à chaque fois, un concept marketing très fort les a précédés en disant il faut absolument mettre en place ces dispositifs, on va pouvoir faire tout et n'importe quoi avec ça. Donc finalement, on a plusieurs catégories d'entreprises qui ont réagi par rapport à ça. Il y a une première catégorie qui s'est dit ces big data, ça va résoudre tous nos problèmes de système d'information. On a des problèmes de systèmes qui sont anciens, qui sont stratifiés, qui sont non performants, on n'arrive plus tellement à adresser ces choses-là. Donc on va mettre un système de big data, ça a l'air d'être brillant, le fait que les données soient non structurées, on va pouvoir le remplir n'importe comment, et ça va régler tous nos problèmes. Donc j'ai suivi, moi, à titre personnel, un certain nombre d'entreprises qui ont fait ça. Donc ils ont recopié, fait tomber tout leur système d'information dans un système big data, et puis finalement, ils n'ont pas gagné grand-chose. Certes, on a pu accéder plus vite un peu à l'information, mais les problèmes qu'ils avaient initialement, problèmes de logique, problèmes d'organisation, sont restés, et finalement les systèmes n'ont servi à rien dans ce cas-là. Il y a un deuxième cas d'entreprise qui a mis en place le big data, ce sont des gens qui ont voulu être à la pointe, en se disant « Oh là là, ça c'est quelque chose qui semble puissant, on veut absolument partir là-dedans, donc on va lancer des systèmes big data ». Donc ils ont investi à grands frais, ce sont des systèmes qui sont excessivement onéreux, puisque ça nécessite des gros volumes de stockage, des dispositifs d'accès qui sont très performants, donc ça génère des coûts importants. Et donc finalement, on a aussi quelques exemples d'entreprises qui ont conçu des systèmes big data, puis une fois qu'ils les ont eus, ils se sont finalement demandé à quoi ils allaient pouvoir bien s'en servir, et sans forcément pouvoir répondre très facilement à cette question. Donc ça nous ramène sur la logique d'usage. Finalement, il faut être raisonnable. Tant qu'on n'a pas un usage avéré, le dispositif ne sert à rien. Donc il ne soigne pas les maux des entreprises qui ont des systèmes d'information défaillants, il ne sert pas non plus à faire progresser celles qui n'ont pas imaginé l'usage qu'elles allaient en faire. Le big data va vraiment décoller lorsque son usage va être complètement avéré. Et ce big data ne pourra pas arriver seul. Il a besoin, finalement, pour exister, d'un dispositif plus complet, et notamment de capacités réseau très importantes pour compléter ce big data et ce stockage. Donc je m'explique. Les capacités réseau vont être consommées par ce qu'on appelle l'Internet des objets.
c'est-à-dire un certain nombre de petits objets qui commencent à arriver autour de nous, comme des petites sondes, des petits capteurs de température pour l'instant, des petites choses, et qui vont finalement collecter de l'information, et cette information va être stockée dans le big data. Et donc on a besoin, on comprend bien, d'un système de réseau sans fil performant pour pouvoir faire communiquer ces petits objets avec le big data, et ce big data va se trouver alimenté finalement avec des informations qui vont devenir très très importantes en nombre et qui viendront de la collecte de ces petits objets connectés. Alors ce qui est important de voir, c'est que finalement tout ça ne sert toujours à rien en réalité, hein, mais qu'il va y avoir quelques phénomènes très importants dans la société qui vont se produire, qui font que ça va déclencher le big data. Le premier événement très important qui va arriver, c'est l'avènement des véhicules autonomes. Donc, les véhicules autonomes sans chauffeur, qui sont techniquement quasiment au point aujourd'hui, et qui n'existent finalement pas pour plus des problèmes d'assurance que des problèmes techniques, vont inéluctablement arriver dans nos villes et dans nos vies très prochainement, dans les années qui viennent. Et ces systèmes-là, pour fonctionner, ont besoin à la fois de collecter et d'émettre des quantités d'informations qui sont absolument innombrables. Je m'explique, ces systèmes fonctionnent seuls. Donc évidemment, chacun de ces systèmes est équipé de nombre de capteurs pour pouvoir analyser des situations de vie et aussi d'urgence pour éviter des piétons, éviter des accidents, se repérer, déterminer les bonnes routes, les bons chemins, etc. Donc tous ces systèmes de captation vont envoyer des éléments vers des systèmes de big data qui vont se trouver alimentés par des millions et des millions d'informations. Et à quoi vont servir ces informations-là? Bon, déjà, ça va permettre de faire fonctionner de manière autonome ces dispositifs, et ça va permettre aussi pour les entreprises d'inventer de nouveaux métiers. Par exemple, la maintenance prédictive. On entend beaucoup parler de cette maintenance prédictive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un objet de la vie courante, on l'utilise jusqu'à ce qu'il soit en panne. Lorsqu'il est en panne, on va le faire réparer. La maintenance prédictive, qui sera autorisée par l'Internet des objets et le big data, c'est la possibilité d'anticiper, de mettre donc sur surveillance absolument tous les dispositifs, tous les équipements dont on dispose, pour pouvoir finalement anticiper leur réparation. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, on le fait avec des méthodes très classiques. On utilise les statistiques, c'est-à-dire qu'on va collecter le fonctionnement des appareils de manière tout à fait basique, et on va comparer ces fonctionnements avec des bases de données qui vont comporter finalement le mode standard de fonctionnement de ces appareils, et surtout la somme de tous les comportements. Donc en comparant un comportement unique avec l'ensemble des comportements grâce à un dispositif de big data et d'analytics, donc je reviens sur le troisième pilier important, l'analytics, donc la partie d'analyse de ces données, donc finalement ça va nous permettre de faire de cette fameuse maintenance prédictive. Donc ça c'est un nouveau métier pour certaines entreprises qui aujourd'hui n'existent pas. Donc finalement, l'avènement de ces nouveaux systèmes, donc le véhicule connecté est probablement le plus visible, plus tout un tas d'autres dispositifs qui sont en train de naître vont générer une très très grande quantité d'informations et vont rendre légitime le big data parce que évidemment ce big data va servir à quelque chose. Et encore, on revient encore à cette fameuse notion d'usage. J'en profite pour dire que quelque chose qui est autour de nous, qui est le centre de nos préoccupations aujourd'hui, je parle du smartphone, lui, pendant ce temps-là, il risque de disparaître dans la forme que l'on connaît aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, il est la concentration de tous les dispositifs qu'on connaît. On ne peut plus se passer son smartphone. Il est en train de faire tomber le dernier bastion qui existe encore, c'est d'ailleurs le paiement. Pour l'instant, vous avez encore des cartes de crédit en plastique. Demain, c'est le smartphone qui fera également ça. Et je pense que lorsque le smartphone sera devenu au centre de nos préoccupations, eh bien, il va tomber. Il va tomber parce qu'il sera devenu tellement critique qu'on ne pourra plus se permettre de le perdre, on ne pourra plus se permettre de se le faire voler, etc. Donc finalement, ces fonctions, un certain nombre de ces fonctions vont être reportées dans l'Internet des objets. Et la deuxième chose, c'est qu'un certain nombre de fonctionnalités qui sont contenues aujourd'hui, des apps, des applications, vont devenir obsolètes. Par exemple, l'application qui vous permet de retrouver votre véhicule ne servira bien sûr plus à rien, parce que c'est le véhicule qui viendra vous retrouver. Donc finalement, on est dans une espèce de dynamique de révolution. Aujourd'hui, on ne voit pas encore le big data, il est encore émergent, mais lorsque tous ces dispositifs vont se mettre à exister les uns à côté des autres,
Donc apparition des objets connectés, disparition dans une certaine mesure des outils de type smartphone. On sera devant un dispositif complètement intégré, avec un réseau, des données et des capacités d'analyse. Et c'est ce triptyque qui va donner un sens à l'ensemble et qui va vraiment faire décoller le big data.